La raison pour laquelle les Shebabs ont décidé d'attaquer Westgate à Nairobi, principalement et d'après leurs propres revendications, provient du fait qu'il s'agit d'un acte de vengeance en réponse à l'intrusion des Kenyans en octobre 2012 sur le territoire somalien. La cible, d'une certaine manière, est une cible qui était assez facile, puisque en fait c'est une cible qui, bien qu'étant protégée, n'est pas protégée comme peut l'être l'ambassade des États-Unis ou le campus des Nations Unies, mais en même temps symbolique parce que c'est un lieu un lieu de vie intellectuelle à Nairobi. C'est-à-dire que c'est pas seulement un centre commercial, c'est un centre dans lequel il y a des cafés, une forte minorité indo-pakistanaise qui se réunit et qui est très présente à Nairobi et qui constitue un lieu de vie intellectuelle aussi à Nairobi. Et c'est aussi le lieu où il y a des cinémas et où on peut voir des cinémas du monde entier, de l'Inde, d'Hollywood, enfin de tout ce qu'on veut. Donc c'est une cible aussi qui incarne d'une certaine manière la modernité occidentale, mais peut-être qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cette dimension-là. La première raison, c'est que en octobre 2012, le Kenya a géré les conséquences et suites de la sécheresse de 2011 qui a eu un impact très fort sur les populations somalies du nord Kenya et non pas les populations somalies de Somalie. Il faut bien comprendre qu'il y a des populations somalies au nord du Kenya. Donc il y a d'une part conséquence de la sécheresse, deuxièmement avec la guerre en Somalie, parce que les Shebabs contrôlent l'ensemble des territoires sud de la Somalie, on a des évasions massives de population, des réfugiés qui traversent la frontière kenyane et qui arrivent dans les camps de Dadaab, des camps qui sont très connus des humanitaires. Ce qui pose un problème parce que dans le même temps, effectivement, on voit apparaître des infiltrations de Shabab et ça devient dangereux pour le territoire kényan. Troisième élément, multiplication des actes d'enlèvement par les Shebabs, en particulier à l'Afghani qui dirige à l'époque le port de Kismayo sur l'océan Indien. Et ça, c'est les enlèvements de 2009, donc des 2 agents français de la DGSE. C'est les enlèvements de 2 Italiens qui travaillaient pour une ONG dans le nord du Kenya. Et c'est l'enlèvement de cette Française en 2012 qui résidait à Lamu et qui a été embarquée en Somalie. Donc en fait, dans ce contexte général, conséquence d'une sécheresse sévère, problème de frontières, enlèvement d'otages, plus un troisième élément qui est aussi très important, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre géopolitique en mouvement où on vient de découvrir dans le nord du Kenya et dans le Sud-Soudan, État naissant du Sud-Soudan, mais aussi nord du Kenya, on découvre des concessions pétrolières qui sont pour certaines déjà vendues aux pétroliers. Il faut sécuriser cet espace et donc le Kenya ne peut plus avoir une bande de terroristes à ses frontières et surtout une frontière qui n'est toujours pas réglée par des conventions internationales. Important peut-être de noter, toutes les frontières du nord du Kenya jusqu'à présent n'ont pas été codifiées. Somalie, Éthiopie, Sud-Soudan. Et donc ça pose un vrai problème en termes géopolitiques. Les services de la défense américaine ont avancé dès dimanche soir qu'une cinquantaine d'Américains avaient été recrutés par les Al-Shabaab en Somalie. On sait que 15 d'entre eux sont morts dans les combats au cours de l'année écoulée. Et il semble qu'un certain nombre d'entre eux, en fait, soient des représentants de la diaspora somalie aux États-Unis. Plus particulièrement la zone de recrutement, il semble que ce soit le Minnesota, la zone de Minneapolis. Mais la question, en fait, je la poserais peut-être différemment, parce que on va un peu vite peut-être en disant que c'est Al-Shabaab qui a recruté des agents de la diaspora somalie aux États-Unis. Peut-être qu'en fait, on est dans une toute autre dimension et qu'on a affaire, en fait, à une organisation internationale terroriste avec des professionnels de la guerre qui circulent sur différents sites de guerre ou différents champs de bataille, donc AQMI au Maghreb islamique, Boko Haram au Nigeria et maintenant peut-être Al-Shabaab en Afrique de l'Est, et qui se greffent sur des organisations locales qui peuvent être comme Al-Shabaab, ultranationalistes et revendiquer la charia. Donc en fait, on a une combinaison des deux, et je ne suis pas du tout sûr qu'on ait un recrutement prosélyte de Al-Shabaab, qui est quand même une organisation limitée dans ses moyens. Je pense que là, il faut plutôt regarder dans la nébuleuse Al-Qaïda, et donc voir les choses un petit peu différemment.
Les Chebabs, c'est une organisation politique qui est née en 2006, en fait, de la déliquescence de l'Union des tribunaux islamiques qui, en fait, gouvernait la Somalie à ce moment-là. Donc très vite, en fait, après l'intervention des forces éthiopiennes sur la zone de Mogadiscio et appuyée par les puissances occidentales, on a un repli des Chebabs sur le sud de la Somalie. Et en fait, ces Chebabs sont ces bandes ou ces gangs qu'on voyait opérer dans les quartiers de Mogadiscio dans les années un peu avant 2006. Donc on a encore en tête ces images. Il faut comprendre que les Chebabs, c'est une organisation qui emprunte à l'organisation sociale somalie. C'est-à-dire que l'organisation sociale des populations somalies, c'est une organisation sur une base clanique. C'est des populations anciennement pastorales. On a décrit ça dans les années 50 comme le pastoralisme démocratique dans la littérature coloniale. Et en fait, on a des clans avec des chefs de clans qui contrôlent des portions de territoire. Et donc, on a aujourd'hui dans le mouvement Chabab une espèce d'accrétion entre ces chefs de clans, ces chefs de gang qui deviennent des chefs de guerre à l'échelle de micro-régions qui composent le sud de la Somalie. Donc ça, c'est le premier élément en termes d'organisation sociale. Deuxième élément, en termes de courant, les Somalis, que ce soit l'UTI, l'Union des tribunaux islamiques, ou les Al-Shabaab, sont de toute façon dans une logique idéologique ultranationaliste. Pourquoi ? Parce que depuis l'intervention américaine de 93, Restore Hope, il y a un très très fort sentiment ultranationaliste de refus de toute ingérence étrangère dans les affaires somaliennes qui est apparu en Somalie. C'est un durcissement identitaire en réaction à une agression venue de l'extérieur. Là, en fait, ce courant-là a continué, a toujours structuré Al-Shabaab avec une double revendication, comme dans l'UTI, pour l'instauration de la charia sur l'ensemble du territoire. Si ce n'est que Al-Shabaab, c'est une organisation qui, dès le départ, en fait, de par sa composante gang, lie la question du religieux à la question des économies mafieuses. Et en fait, c'est ces gens-là qui, ces derniers temps, contrôlaient les territoires sud de la Somalie. Donc, aujourd'hui, si je continue, aujourd'hui, le courant ultranationaliste est représenté par un chef qui essaie d'unifier l'ensemble des factions de Al-Shabaab, qui est Godane. Et ce Godane, en fait, il semble que dans l'année écoulée, c'est-à-dire 2013, a essayé de reprendre en main l'organisation des Chebabs consécutivement, justement, aux défaites que leur ont infligées l'armée kenyane dans le sud de la Somalie, parce que les Chebabs sont devenus effectivement très faibles. Les grandes villes de Somalie ont été reprises par les militaires kenyans, et donc les Chebabs n'agissaient plus que dans les zones rurales. Donc il y avait un problème de réorganisation du dispositif pour les Chebabs. Et dans ce contexte-là, on a vu effectivement apparaître un courant djihadiste internationaliste dont on peut reparler.